Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La journée d'études sur l'avant-projet de loi organique relative au régime électoral. Elle a été animée ce mercredi par Ahmed Laraba, président de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. Les détails en début de journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion du gouvernement. 3 projets de décrets exécutifs ont été présentés par les ministres des Finances et le ministre de l'Énergie. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi une réunion de travail au niveau du siège de l'état-major de l'ANP, et ce dans le cadre de l'analyse de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et dans la région. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bokadoum souligne la nécessité pour les pays africains de préserver leur unité et leur cohésion et de parler d'une même voix afin d'obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie algérienne intervenait au cours de la réunion ministérielle de la Commission de l'Union africaine en charge du dossier de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis le dossier de ce 19h est consacré à l'archéologie, un domaine scientifique qui a toute son importance en Algérie, avec une nouveauté qu'on annonce ce soir, c'est la nouvelle carte archéologique de l'Algérie qui constitue un véritable cadastrage des sites archéologiques, un travail de longue haleine qui a permis de recenser 15 200 sites. Pour en parler, je reçois ce soir M. Zohir Balalou, il est secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts et architecte en chef des biens culturels qu'on retrouvera tout à l'heure. Bienvenue à tous. L'actualité donc aujourd'hui marquée par la journée d'études sur l'avant-projet de loi organique relatif au régime électoral animé par Ahmed Laraba, président de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. La conférence a réuni des membres du comité en question et d'enseignants de droit général et de droit constitutionnel. C'est une conférence organisée en direction de la presse nationale. La mouture de l'avant-projet de loi électorale contient 73 nouveaux articles. C'est ce qu'a indiqué Ahmed Laraba. La mouture contient un total de 313 articles, dont 73 nouveaux, donc sur les 188 entre nouveaux et amendés, a précisé encore Laraba. À cette occasion, on écoute. Nous avons adopté une méthodologie fondée d'abord sur une étude approfondie des 2 lois électorales, dont celle de 2016 et celle de 2019. Nous avons également examiné ce qu'on appelle le droit public et les lois qui régissent les élections dans certains pays africains et européens. En somme, nous nous sommes inspirés de toutes les civilisations juridiques concernant les lois électorales. Nous avons eu également des rencontres d'abord avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, mais aussi avec le président de l'autorité nationale indépendante des élections. Nous avons également collaboré avec les cadres du ministère de l'Intérieur et les membres de l'autorité indépendante pour l'organisation des élections. Conformément aux lois de la Constitution, la Commission s'est lancée dans sa première mission, à savoir veiller à unifier le système juridique des élections, qui était avant régi par la loi de 2016 ainsi que la loi organique de 2019. Techniquement parlant, cette opération d'unification est une opération extrêmement compliquée, car elle requiert de la cohérence, la standardisation des concepts et la définition du contexte général. L'infraction électorale est par exemple un nouveau concept que nous avons intégré. Il englobe tout ce qui peut entraver l'opération électorale, quel que soit son type et par n'importe quel moyen, y compris les outils électroniques. De nouvelles sanctions seront définies pour toutes ces infractions. Et pour revenir sur cette journée, les participants ont mis en avant les contenus donc, de ce projet de loi en citant les différents chapitres et les différents articles qui constituent des garde-fous garantissant surtout la transparence des opérations électorales. Nakhla Larbi, couverture ce matin.
Sur les 313 articles que compte la mouture du projet de loi électorale, 188 ont été revus, ce qui représente un taux de 60,6%. Selon le président du comité d'experts en charge des propositions de révision constitutionnelle, 73 nouveaux articles ont été introduits. هناك في القانون نسق عام يبدأ من المبادئ الأساسية التي يهملها الكثير من المتحدثين، وهي مبادئ أساسية هي التي تحكم محتوى المواد الأخرى. التركيز الآن جاء على بعض المواد، هذه مقاربة سياسية بطبيعة الحال. الأحزاب السياسية الفاعلين السياسيين يركزون على بعض النقاط، أما المقاربة القانونية فهو أن تقرأ النص من بدايته إلى نهايته. نوضح للرأي العام بأن الأرضية الآن مفتوحة، حتى لو دخل هذا صاحب 10 مقاعد الآن في المجلس، حتى ولو كان ربما يعتقد بأنه مزور. إذا المناسبة لك الآن أن تثبت بأنك تستطيع أن تسقطه. أليس لديك القدرة على جمع 650 توقيع في بلدية؟ Il ne faut pas considérer le président de la République comme l'exécutif. Nous avons une tendance. C'est lié aussi aux anciennes constitutions qui intègrent le président de la République dans le pouvoir exécutif. Dans la nouvelle constitution, il y est au-dessus. Le président de la République n'est pas l'exécutif. Le président de la République est élu au suffrage universel. Il est garant de la Constitution. Concernant le contrôle du financement de la campagne électorale, 8 nouveaux articles abordent ce volet sensible, l'objectif étant de lutter contre l'argent sale. ذكرت المادة اللي تتكلم على الترشيحات، قطع الطريق أمام شراء الترتيب، رقابة تمويل الحملة الانتخابية، تسقيف الهبات والعقوبات الموجودة. إذا كان هنالك اتفاق على أنه هذا المحاول أو هذا المشروع التمهيدي فيه مؤشرات تؤكد على محاربة المال الفاسد، فإننا لن نختلف على الجزئيات أو على الزاوية التي ستنظر بها الأحزاب إلى هذه الأحكام. طرحنا في هذا القانون قلنا ما هي وسائل التمويل، ووسائل التمويل هي 3 أنواع. أولا التمويل الذاتي، أي أن الحزب أو المترشح هو الذي يمول حملته. ثم هناك الهبات، وهو ما يسمى بالتمويل الخاص الخارج عن المترشحين، هنا عن طريق الهبات. الهبات وضعنا لها سواء بالنسبة للشباب وللغير وضعنا لها حدود. Le débat a d'autre part porté sur le nouveau système électoral proposé dans la nouvelle mouture sur la loi électorale. الرغبة في أخلاقة الحياة السياسية في محاربة الفساد كان يستوجب تغيير النمط الانتخابي، وهذا النمط بقينا على الاقتراع النسبي بالقائمة المفتوحة، بمعنى أن نسمح للناخب أن يختار بكل حرية، وهذا الاختيار هو الذي راح يوقف أو يضع حدا لشراء الذمم. فيما يخص ورقة الانتخاب سواء في الرئاسيات في التشريعات وحتى في الاستفتاء وغيرها من المجالات التي يتدخل فيها عن طريق القرارات. إذن ما لازمش يوقع هذا اللبس، ولازم أيضا كي نقراو القانون نقراوه يعني بصفة مجملة. faut pas saucissonner les textes. Il faut avoir une vue d'ensemble, les passerelles entre les différentes parties des textes باش ما نوقعوش في ربما لبس أو نقائص تعاب علينا بينما هي موجودة في النص أصلا. Mis à part la moralisation de la vie politique, l'avant-projet de loi électorale encourage la participation des jeunes et des compétences. L'actualité de ce mercredi est marquée également par la traditionnelle réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Alors elle s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 3 projets de décrets exécutifs présentés par le ministre des Finances ainsi que le ministre de l'Énergie. Le gouvernement a entendu d'abord cet exposé présenté par le ministre des Finances relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités d'exercice de l'assurance Takaful. Et puis en deuxième partie, le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Énergie relatif à 2 projets de décret exécutif fixant d'abord le fonctionnement du conseil de surveillance de chaque agence hydrocarbures et en deuxième partie les procédures de sélection et de définition des surfaces sujettes à une demande de rétention des périmètres d'exploitation et des surfaces restituées.
Et pour en savoir davantage, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. في تدخله قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. عرف هذا المنتوج المالي منذ ظهوره نهاية السبعينات تطورا ملحوظا في البلدان الإسلامية خاصة في الشرق الأوسط وفي ماليزيا. في الجزائر أقيم هذا التأمين البديل بموجب قانون المالية لسنة 2020. تعرف المادة 203 لقانون المالية، تعرف التأمين التكافلي على أنه يعتمد على أسلوب تعاقد ينخرط فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون لمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى مساهمة. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمى صندوق المشاركين أو حساب المشاركين، وتتوافق العمليات المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أما وزير الطاقة فقد استعرض مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان الأول سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات، والثاني إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة. بالنسبة لوكالة المحروقات يهدف المرسوم إلى تحديد سير مجلس المراقبة المؤسس لديها لضمان المزيد من الاستقلالية والشفافية في تسييرها. بالنسبة للنص الثاني الذي يندرج هو الآخر في إطار تطبيق القانون المنظم لنشاطات المحروقات لسنة 2019، فهو يحدد كل سطح من الأسطح المحددة أعلاه مع مراعاة القواعد التقنية الخاصة والتركيز على المقاييس والمعايير الدولية المستعملة في هذا المجال. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce mercredi une réunion de travail au niveau du siège de l'état-major de l'ANP, et ce dans le cadre de l'analyse des évolutions de la situation sécuritaire dans le pays et dans la région. Ont assisté à cette réunion le commandant de la gendarmerie nationale, le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur de la communication, de l'information et de l'orientation, le directeur général de la sûreté nationale ainsi que les différents responsables des services de sécurité et les officiers généraux de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a effectué une visite de travail en Libye où il a été reçu par le président du Conseil présidentiel Faiz Sarraj. Le ministre des Affaires étrangères avait mené des concertations avec le président du Haut Conseil d'État Khaled El-Meshri, avec aussi le président de la Chambre des représentants à Tripoli, Hamouda Sayala, ainsi que des députés membres du Conseil. Sabri Boukadoum s'est également entretenu avec son homologue Mohamed Taher Sayala, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de consensus national. Les pourparlers ont été axés principalement sur les dernières évolutions de la situation en Libye et les perspectives du règlement politique mené par la mission des Nations Unies. Dans ce contexte, Sabri Boukadoum a rappelé la position constante de l'Algérie qui soutient le peuple libyen et qui appelle à la nécessité de parvenir à une solution politique à travers un dialogue interlibyen visant à instaurer des institutions légitimes et unies grâce à des élections transparentes. Les discussions ont également porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales dans tout ce qui sert les intérêts communs des deux pays frères. Pour leur part, les responsables libyens ont affiché leur reconnaissance envers la position de l'Algérie, refusant toute ingérence dans les affaires internes de la Libye. Sabri Boukadoum a également effectué une visite au siège de l'ambassade d'Algérie en Libye en prévision de la poursuite de son activité diplomatique dans les prochains jours. Et puis également,
Sachez que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, avait souligné hier, mardi, la nécessité pour les pays africains de préserver leur unité et leur cohésion et de parler d'une même voix afin d'obtenir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie algérienne intervenait au cours de la réunion ministérielle de la Commission de l'Union africaine en charge du dossier de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre groupe est le plus grand bloc électoral et représente 28% de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et si nous restons unis et résolus, nous serons certainement capables d'atteindre notre objectif et de corriger l'injustice de longue date de l'Afrique, que l'Afrique continue à subir, a-t-il encore soutenu. C'est en accordant à l'Afrique 2 sièges permanents et en augmentant sa représentation dans la catégorie des sièges non permanents que cette injustice sera levée, assure encore le ministre des Affaires étrangères qui a mis l'accent sur la nécessité de réformer les méthodes de travail du Conseil de sécurité. Et puis, au cours de sa visite officielle en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a été reçu par le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, qui lui a remis une lettre du président de la République, Ahmed Tebboune. Sabri Bourgadoum, qui par ailleurs a eu également des entretiens avec son homologue congolaise, Tomba Naziza Marie. Je vous invite à écouter la déclaration du chef de la diplomatie algérienne. Nous avons aussi examiné les relations bilatérales avec tous les souhaits, la disponibilité de l'Algérie à faire que d'abord les relations bilatérales pour le bien de toute l'Afrique. Et c'est notre rôle, la RDC et l'Algérie sont les 2 plus grands pays africains par la superficie mais aussi par l'ambition. Et nous souhaitons concrétiser cette ambition. Donc c'est vraiment une visite fraternelle. Avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup de défis, le Covid, la pandémie, le développement. Tout ça, nous devons le faire ensemble. Et sachez également que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, avait félicité par ailleurs Anthony Blinken pour sa nomination au poste de secrétaire d'État américain sur son compte Twitter. Le dossier de ce 19h, on y vient, il est consacré à l'archéologie, un domaine scientifique qui a toute son importance en Algérie, avec une nouveauté qu'on annonce ce soir, c'est la nouvelle carte archéologique de l'Algérie, qui constitue un véritable cadastrage des sites archéologiques, un travail de longue haleine qui a permis de recenser pas moins de 15 200 sites, dont 7 640 dans l'Atlas de Gzell. C'est une cartographie référentielle pour l'ensemble des secteurs. Avant de, bien sûr, parler du reportage de Flab Nour, nous avons avec nous notre invité ce soir, Monsieur Zoher Balalou. Vous êtes secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts et architecte en chef des biens culturels. Bienvenue à vous. Avant de revenir vers vous, je vous propose d'écouter et de voir le reportage de Flab Nour et on revient tout de suite après pour en parler avec notre invité. Aïn Bouchrit, berceau de l'humanité avec près de 2,5 millions d'années, figure enfin sur l'Atlas d'Algérie. Il est vrai qu'il fallait rendre à César ce qui appartient à César. Mais n'est-il pas plus juste de rendre aux Algériens ce qui leur appartient, leur histoire? C'est une indépendance. On n'est plus prisonnier de Stéphane Gzell, de sa carte, qui ne nous représentait pas tout simplement. Le premier atlas archéologique dit de Stéphane Gzell, édité en 1911, s'est contenté de la région nord de l'Algérie. Il y avait une volonté effectivement de retrouver l'héritage romain en Algérie et qui justifie peut-être ou certainement même la venue de la France. Donc, c'est ce qui, certains ont même écrit que la France est venue pour continuer la mission civilisatrice de l'Empire romain. Tout le monde doit être fier, tout Algérien doit être fier de sa carte. L'Algérie, c'est 2,4 millions de kilomètres carrés, c'est 2,4 millions d'histoires et c'est toute la place qu'on mérite sur le plan international. Ce sont plus de 6500 nouveaux sites qui figurent à présent sur la carte archéologique algérienne, ce qui nous donne un total d'un peu plus de 15 200 sites.
Un travail exceptionnel qui a nécessité la mobilisation de chercheurs, historiens, archéologues, paléontologues, pour ne citer que ceux-là. Le CNRA, il a mis à la disposition de toutes les autres institutions, c'est-à-dire l'OGBC, le CNRPH, les DCW, les parcs, la vallée du Mzab aussi, donc l'OPVM. On a mis à leur disposition une plateforme. C'est sur cette plateforme que nous avons rassemblé tous les points qui étaient recensés et par les chercheurs. Toutes les contributions algériennes après 62 qui sont mises dans cette carte. Le CNRPH a inventorié 4500 sites préhistoriques. Et ce ne sont pas des sites anodins, c'est des sites vraiment de grande importance parce qu'ils témoignent d'une ancienneté de l'histoire de l'Algérie, donc une profondeur historique très ancienne. Nous sommes quasiment au même titre que l'Afrique de l'Est, le berceau de l'humanité. Donc il y a une continuité de l'occupation du sol algérien depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de la préhistoire. Et ça, c'est exceptionnel. Donc nous sommes intéressés surtout à la période, tout ce qui est période antique, c'est-à-dire tout ce qui est monuments libyques, numides, mauritaniens et époque romaine, mais aussi donc du Vandal, du Byzantin et aussi de la période islamique. Mais au-delà de l'aspect scientifique, l'impact économique n'est sûrement pas à négliger. C'est un outil de travail avec intersectoriel. Maintenant, les autres secteurs, maintenant pour les travaux publics et tout, ils ont un outil de travail sans toucher au patrimoine. En plus, sur le plan du tourisme, ça aide à développer toute une politique touristique autour de ces sites archéologiques. En attendant, l'édition de l'Atlas d'Algérie sera bientôt disponible dans les deux versions, papier et numérique. Un véritable voyage dans le temps et à travers le temps. Ce qui est certain, c'est que l'histoire est en marche et elle n'est pas prête de s'arrêter. L'histoire est en marche et elle n'est pas prête de s'arrêter. Zohair Balalou, secrétaire général au ministère de la Culture et des Arts. Et j'insiste aussi sur votre fonction aussi d'architecte en chef de biens culturels. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Alors, on parle ce soir de cette annonce importante. L'Algérie s'est enrichie d'un travail extraordinaire. Cette carte de préhistorique ou archéologique qui retrace un peu les sites historiques. C'est important de faire ce travail aujourd'hui, M. Balalou? Oui, nous, au ministère de la Culture et de le monde des chercheurs, considèrent cette carte archéologique, c'est un exploit très important et majeur, non seulement à l'échelle nationale, c'est aussi à l'échelle régionale et internationale, parce que l'Algérie rentre en plein dans le monde de la recherche, au même niveau de beaucoup de pays qui ont déjà ce genre d'outils. Donc une carte archéologique qui cadastre tout le patrimoine à l'échelle nationale, avec des positions précises dans une carte interactive numérisée et qui donne vraiment envie de continuer à travailler, parce que là, la carte archéologique, on ne s'arrête jamais. Là, on est arrivé à 15 200 points. 15 000, oui. Oui. Vous me tendez la perche juste pour vous rappeler, c'est l'aboutissement de combien d'années de travail? Voilà, comme ça a été bien dit, reportage, le document de référence, c'est la carte archéologique, l'atlas archéologique de Stéphane Gzell de 1911. On y reviendra tout à l'heure sur cette carte qui date de 1911, absolument. Mais depuis, le travail a été fait par des chercheurs algériens. D'ailleurs, je propose de voir quelques images de ces chercheurs qui continuent de travailler jusqu'à maintenant. Hein. C'est un travail que vous l'avez dit tout à l'heure, évolutif. Oui, oui. Combien d'années il faudrait encore pour faire un peu évoluer cette carte? C'est un travail qui continue dans le temps? Oui, absolument, c'est un travail, c'est un chantier. L'archéologie ne s'arrête jamais. Là, on est en découverte continue. Nos équipes de recherche sont partout en Algérie. Et puis, c'est une occasion de rendre hommage à nos chercheurs qui ont travaillé sur le terrain durement, dans des conditions très difficiles. L'Algérie, un pays continent, au fin fond du désert, et puis au niveau des zones montagneuses. Et cette carte a regroupé, comme l'a bien dit la directrice du CNRA, le travail des chercheurs depuis 1962 à ce jour. Donc un travail qui a été numérisé, implanté dans cette carte pour d'abord valoriser le travail qui a été fait et puis ramasser tout le travail qui se faisait avant dans la dispersion. Et puis cette carte archéologique constitue un véritable pont entre le ministère de la Culture et le monde universitaire. Universitaire d'abord, parce que là, il y a des chercheurs aussi dans... On les voit sur ces images, M. Balalou, ces chercheurs algériens qui ont fait un travail extraordinaire. Il faut les féliciter ce soir. Ces chercheurs qui continuent aujourd'hui de nous faire découvrir notre patrimoine archéologique.
C'est un grand pas en avant pour notre culture, pour notre histoire, pour notre identité. Il faut le souligner aussi, M. Balalou. Oui, absolument. J'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait vraiment rendre hommage à ces chercheurs. Comme l'a bien dit Madame la Ministre, on doit être fiers de notre richesse patrimoniale. Et grâce à toute cette main-d'œuvre, commençant par l'archéologue, le simple archéologue, et puis même celui qui déblaye le terrain, c'est-à-dire les maçons, les manœuvres. C'est toute une chaîne de travail. Jusqu'au maître conférencier, parce que l'Algérie recèle d'éminents chercheurs et archéologues qui sont aussi professeurs à l'université algérienne à l'étranger. Donc là, c'est un retour vraiment, un travail familial algérien. Il y a donc des architectes, des archéologues qui sont à l'étranger, des Algériens qui sont installés à l'étranger, qui contribuent de manière active dans les travaux qui sont faits ici. Oui, là, on rend hommage par exemple à M. Sahnouni qui a... M. Sahnouni, on le citera pour les recherches au niveau de CETIF, bien sûr. M. Bouchnaqi, qui est un ex-cadre du ministère de la Culture, qui est aussi un des dirigeants de l'UNESCO. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont... nous avons M. Khalifa, et on rend hommage aussi à M. Filah, qui est aussi, si on peut dire, le père de cette carte archéologique, qui continue, malgré son âge, son état de santé, à faire un travail de terrain dans ce domaine. Si vous permettez, je voudrais revenir sur cette première carte qui avait été utilisée depuis 1911. C'est la carte du chercheur Stéphane Xel. C'est une carte assez sélective. Est-ce qu'on peut parler de cette partie où ce chercheur avait peut-être orienté les recherches vers certains sites et en omettant d'autres? Oui, comme ça a été très souvent signalé, c'était une carte archéologique orientée, donc c'était accompagné par l'armée de la colonisation pour identifier des sites d'époque romaine. Seulement. Oui. Et là, dans cette carte, on a mis en valeur même des sites qui sont antérieurs à l'époque romaine. Toutes les civilisations sont bien sûr référencées. Absolument, et qui constituent un beau panel du patrimoine algérien. Donc nous, dans cette carte, on ne fait aucune sélection. On a pris depuis la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle, commençant par Ain Bouchrit, depuis 2500 000 années, jusqu'au dernier site classé qui est le site de Meliana, qui vient d'être classé dans le patrimoine national. Et là aussi, dans cette carte, on fait le zoom sur certains sites majeurs très importants et sur les sites du patrimoine mondial. Cette carte aussi nous permet aussi d'inscrire des sites dans le patrimoine universel. Il faudrait dire aussi que cette carte aussi a mis le zoom sur le sud algérien qui a été complètement ignoré. Nous avons un sud qui pilule de sites historiques très vivants jusqu'au fin fond de l'Algérie, dans les frontières maliennes, de Libye, tout cela, qui ne peut que renforcer l'identité culturelle, territoriale de notre Algérie. Il y a l'importance aussi économique de cette carte. Vous la partagez bien sûr avec d'autres secteurs, ce qui permettra de faciliter le travail lorsqu'il s'agit par exemple de tracer de nouveaux projets ou de construire. Cette carte permettra d'orienter et de mieux cibler les sites qu'il ne faut surtout pas toucher parce que ça fait partie de notre histoire. Et évidemment, cette carte, cet outil qui est interactif, joue plusieurs rôles. Donc le rôle sécuritaire déjà qui est très important parce que là on identifie les sites dans lesquels les services de sécurité, police, gendarmerie, armée, douane peuvent aussi avec un clic définir l'origine du site ou faire une recherche en cas d'atteinte à un site historique, c'est rapidement. Et puis nous avons un aspect aussi développement local du territoire. C'est-à-dire on ne sera plus dans une position de refouler le développement. Bien au contraire, on est là pour faciliter la tâche aux investisseurs. Ils n'attendent pas un an pour qu'on puisse... On se souvient bien sûr de ce qui s'est passé à Bab el Oued lorsqu'on voulait bien sûr tracer justement faire le tracé du métro où on est tombé sur un site extraordinaire voilà qui nous a un peu remis sur les rails pour protéger ce patrimoine et préserver cette richesse culturelle. Je voudrais parler avec vous de cette revue, de cette revue que vous avez ramenée pour nous ce soir. Alors, c'est une revue particulière. Et vous nous expliquez pourquoi? Oui, parce que c'est une revue très prestigieuse. Oui. C'est Libica. Libica. Qui n'a pas été édité depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Qui revient cette année. Qui revient cette année après 22 ans d'arrêt. Et qui a commencé dans les années 50. Et puis cette revue
a vu le jour ces derniers jours pour mettre en place toutes les recherches et les dernières nouvelles matières de recherche et d'archéologie. Il y a des articles très intéressants de renommée internationale. Il y a un comité scientifique international qui veille sur la qualité des articles. Oui. Et puis, c'est une occasion aussi de rendre hommage au premier chercheur algérien qui a algérianisé les Bika, c'est Mouloud Maamari, qui était derrière aussi cette publication. Et aujourd'hui, on reprend l'application de cette revue. Il y a une deuxième revue. Oui, en parallèle, il y a aussi une revue archéologie très importante qui va connaître une réapparition après 36 ans d'absence. Oui. Donc le bulletin algérien d'archéologie algérienne qui verra le jour dans les jours prochains, dont j'invite tous les chercheurs de venir chercher des copies au niveau de nos centres de recherche. Alors, juste une dernière question avant de vous laisser partir. C'est très passionnant ce que vous nous dites ce soir. La numérisation, est-ce que le travail de numérisation accompagne le travail que vous êtes en train de faire en termes de cartographie ? C'est important de numériser pour rendre cette base de données accessible de manière rapide à tout le monde. Oui, absolument. Le ministère de la Culture a lancé un grand chantier de numérisation de tous les secteurs du ministère de la Culture. Là, cette carte, quand on l'a numérisée, c'est une façon de démocratiser le patrimoine culturel. Tout le monde peut avoir accès et puis c'est une occasion aussi de lancer un appel à tous citoyens pour alimenter cette carte. Et toute association qui Il y a une démarche collective, donc il y a une contribution collective. Absolument. Écoutez, le patrimoine, c'est propriété du citoyen. De tout un chacun. Absolument. De tous les Algériens. La culture, nous sommes vraiment ouverts pour que tout le monde contribue à enrichir. J'espère d'ici quelques mois, on sera à 1 million de points. Parce que là, imaginez, au bout de 6 mois, on a mis en place 15 200 points. Mais la recherche ne va pas s'arrêter. Espérons qu'on se trouvera un site beaucoup plus ancien que celui de Boucherit. Très bien. Très bien. Alors, Monsieur Zoher Balalou, je rappelle, vous êtes secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts. Et vous êtes architecte en chef des biens culturels. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de cette nouvelle carte, cette carte des sites archéologiques qui concerne les sites archéologiques qui sont disposés à travers toute l'Algérie, 15 200 sites. Vous me corrigerez, 7648 peut-être qui sont récemment donc découverts et récemment implantés dans cette carte. Implantés. Oui, c'est la compilation de tout ce qui a été retrouvé depuis 1962 à ce jour. Et le chantier continue, il sort en marche. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous, monsieur, et bonne continuation de votre travail, et à tous les architectes qu'on salue ce soir, et les archéologues et tous les paléontologues et tous nos spécialistes qui font un travail extraordinaire. Anthropologues, et tous ces métiers et tous les citoyens et tous les spécialistes qui font un travail extraordinaire dans ce domaine. Et les journalistes. Et les journalistes, oui. Merci à vous. Alors, pour continuer sur l'archéologie, direction le sud à présent, où les agents de la conservation et de la surveillance relevant du bureau du parc de l'Aragar veillent à la préservation de cet héritage culturel. On vient d'en parler, c'est important. Il faut protéger ces sites à travers des patrouilles. Ce sont des patrouilles donc qui se déplacent à travers les sites archéologiques et touristiques de Taman Rasset, un périple en terre touareg. Dans ce reportage de Mohamed Amin Boutoumi, le récit de Rim Ammari. Merci beaucoup. Sud de l'Algérie, Taman Rasset est un véritable musée à ciel ouvert. Le massif du Hogar est dominé par une sorte de plateau baptisé l'Atacor. Accompagné de l'Office national du parc culturel, nous avons fait une halte lors de notre virée pour admirer de près les vestiges historiques, culturels et touristiques de cette région. Nous pouvons voir que ces roches ont subi une érosion ainsi qu'une altération, ce qui leur donne au final ces formes de pierre. Il y a également le sable qui se trouve dans l'oued.
Et afin de préserver la beauté de ces gravures rupestres et ces incroyables monuments et stèles funéraires, les agents de la conservation et de surveillance relevant de l'Office national du parc culturel de Agar sont là pour veiller au grain. Ces sites sont très prisés par les touristes. Nous effectuons régulièrement des patrouilles de surveillance et de contrôle en cas de dégradation. Notre travail n'est pas encore fini. Après le dîner, nous allons effectuer une dernière tournée pour chasser les braconniers et les vandalisateurs. Rappelons que le Hogar est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'il est important de le préserver. Autrement, comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, les biens de la terre glissent entre les doigts comme le sable fin des dunes. On parle également ce soir des unités et des détachements de l'armée nationale populaire qui ont mené durant la période du 20 jusqu'au 26 janvier plusieurs opérations dont le résultat réitère le haut professionnalisme et l'engagement indéfectible de nos forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menace sécuritaire et fléaux connexes. On voit cela en détail avec Yamina Saïdi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire et des services de la sécurité, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Borj Beji Mokhtar en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé l'Arbi Ladim Mehdi, alias Abba, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 au niveau du Sahel. Le dit criminel avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 3 éléments de soutien au groupe terroriste Atieret et Khenchla. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, les détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires 27 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traités s'élevant à 4 quintaux et 76 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire via les frontières avec le Maroc. À ce titre, les services de la gendarmerie nationale et les gardes frontières ont intercepté au niveau du territoire de la 2e région militaire 7 narcotrafiquants et saisi 359 kg de kif traités, tandis que 20 narcotrafiquants ont été appréhendés et d'autres quantités de la même substance s'élevant à 117 kg, ainsi que 30 594 comprimés psychotropes ont été saisis dans d'autres opérations. D'autre part, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Ingezem, Borj Beji Mokhtar et Ilizi 40 individus et saisis un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, 4 véhicules, 73 groupes électrogènes, 42 marteaux-piqueurs, 10,4 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 1,509 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 4 autres individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, 3000 unités de tabac, 3143 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à El Oued, Mila, Khenchla, Béjaïa, Biskra et Msila. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 72 444 litres ont été déjouées à Adrar, Tebessa, Zogharas et Ingezem. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 31 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et à Intimouchent, alors que 29 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Naama, Tamanrasset et Ouergla. L'école supérieure de police de Châteauneuf a abrité aujourd'hui une rencontre avec les médias nationaux pour dresser le bilan annuel des activités des services de la police judiciaire durant l'année 2020. Lors de ce point de presse, le directeur de la police judiciaire, le contrôleur de police Haj Saïd Ourski, a relevé une hausse des affaires liées à la criminalité, ajoutant qu'en contrepartie, le rythme et le rendement en matière d'efforts consentis pour y faire face ont également augmenté. D'autre part, le même responsable a présenté les statistiques sur les infractions liées aux règles du confinement sanitaire, où 3 244 individus ont été placés en détention préventive. 13 927 PV ont été établis à l'encontre des propriétaires de commerce. Et à ce propos, je vous propose d'écouter la déclaration du directeur de la police judiciaire, le contrôleur de police, Haj Saïd Al-Sri.
expertise de la Sûreté nationale se concrétise à travers le bilan dressé durant l'année 2020. Ce bilan enregistre 258 171 affaires, soit près de 681 crimes pour chaque 100 000 habitants, où 148 777 affaires ont été traitées. L'ensemble des employés de l'entreprise publique de télévision ont appris avec beaucoup de tristesse la disparition de notre consoeur Tinhinen Lasseb, journaliste à la chaîne 4 Amazir. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte ainsi qu'à toute la corporation de la presse. Le directeur général de la télévision publique, Ahmed Ben Sabban, a présenté également à l'ensemble des travailleurs et présente également ses condoléances à la famille de la défunte et à tous ceux qui l'ont connu, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et prêter à ses proches patience et réconfort. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On termine avec le bilan de la Covid-19 pour ce mercredi. 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus. 202 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le comité de suivi, ce comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.